Les questions d'écho, c'est la suite de BFM Politique. Adrien Quatennens, le député France Insoumise du Nord, est notre invité jusqu'à 13h. Et c'est à vous, Edwige Chevrillon. Merci Thierry, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Alors plus que la politique, le remaniement, en fait, ce qui intéresse les Français, on voit dans les sondages, c'est le pouvoir d'achat, puis c'est d'avoir un job. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Sur le pouvoir d'achat, la grande mesure d'Emmanuel Macron a été donc cette suppression de la taxe d'habitation, et donc dès aujourd'hui, 80% des Français vont bénéficier de cette taxe d'habitation. Alors, deux questions par rapport à ça. La première, est-ce que effectivement ça donne plus de pouvoir d'achat aux Français? Je ne sais pas si vous avez vu les tweets de Gérald Darmanin qui monte la feuille d'imposition qu'on reçoit, et pour dire en haut à gauche, c'est là où vous verrez ce que vous gagnez en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vrai que c'est une mesure? Après, il y a un débat pour savoir si c'était la mesure ou pas. Et puis la deuxième question, c'est ce mouvement, c'est une question plus politique, qui s'appelle #balance ton maire, où il y a des maires qui ont augmenté de manière considérable, comme Nice ou d'autres, leur taxe d'habitation. Est-ce que c'est un mouvement politique pour contrecarrer ce que fait Emmanuel Macron? On va d'abord commencer par dire que je sais que le gouvernement entretient cette mode qui voudrait que toutes les taxes, tous les impôts soient des charges. On parle même plus de cotisations, vous avez remarqué, il parle de charges, c'est-à-dire que par définition, tout ce qui est taxe devrait être supprimé, en tout cas diminué, parce que ça rendrait du pouvoir d'achat. Je demande quand même à celles et ceux qui nous écoutent de se souvenir que la plupart de ces taxes, de ces cotisations financent d'autres choses en bout de course. Donc est-ce qu'il y a augmentation du pouvoir d'achat réel? Mais pardon, vous voulez dire là qu'on ne peut pas baisser les impôts en France aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dis. On en parlera après, parce qu'il y a un niveau jamais égalé. La progression, c'est sûr que il y a beaucoup à redire là-dessus. En tout cas, sur la taxe d'habitation spécifiquement. Bon, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais il y en a tout de même, si on la supprime, pour 26 milliards de manque à gagner pour les communes. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que, évidemment, avoir une taxe en moins dans le budget des ménages... C'est 20 milliards et c'est remboursé à l'euro près. Oui, alors on a besoin quand même d'avoir tout le détail sur la compensation, parce que voyez-vous, pour l'instant, effectivement, je comprends qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant de dire vous n'allez plus la payer. Et donc c'est un pouvoir d'achat immédiat a priori qui vous revient. Sauf que la taxe d'habitation finance quoi? Elle finance des services scolaires, elle finance des équipements locaux. En tous les cas, après on va voir. Oui, elle sera compensée comment? Vous le savez, vous, à cette heure? Moi non. Et je pense que la plupart des maires ne le savent pas non plus. Depuis des mois, ils cherchent à obtenir des réponses. C'est-à-dire qu'on a des collectivités locales qui ont été tout de même largement mises à contribution. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'une part de voir qu'on n'a plus à payer la taxe d'habitation, mais si on voit par ailleurs que dans la ville, tout un tas de services se dégradent, qu'il n'y a plus d'équipements environnementaux, est-ce que ça veut dire, Adrien Quatennens, que vous comprenez les maires qui ont, un peu par crainte justement, d'une pénurie financière, ont augmenté leur taxe d'habitation? Ils doivent bien boucler leur budget, et puis s'ils n'ont pas les réponses du gouvernement claires sur la compensation, ils doivent pouvoir anticiper sans doute le financement d'équipements sur lesquels ils se sont déjà engagés. Ce mouvement? Non, je dis pas que je soutiens, je dis que je veux pas faire dans la démagogie. Je comprends en tout cas la difficulté pour les maires de devoir à la fois être en capacité d'assurer un certain nombre de services pour leurs administrés, et puis de faire face à un gouvernement qui dit on supprime la taxe d'habitation. C'était une promesse de campagne électorale, mais qui à cette heure ne nous a toujours pas dit comment il compenserait. Moi, si on était rassuré sur la compensation, on en parlerait différemment. Mais attention à cette petite logique. Pour vous, c'est le point clé, c'est de savoir comment ça va être compensé. Mais le risque, c'est que si vous voulez, comme on est dans un gouvernement qui gère de toute façon la pénurie, puisqu'il veut rentrer dans le tuyau des 3% budgétaires, il ne peut que retirer d'une part pour remettre un petit peu ailleurs. C'est la même logique sur les cotisations. Quand on dit aux Français, et Gérald Darmanin d'ailleurs fait ça très bien, il dit aux Français, votre salaire net va augmenter, donc votre pouvoir d'achat. Mais c'est pas vrai, parce que les cotisations sont une partie intégrante du salaire. Absolument. Ça finance la maladie, ça finance la prise en charge. Bien sûr, mais les cotisations chômage, justement, les salariés en sont exonérés. Donc là aussi, il va dans votre sens à ce moment-là. Non, moi ce que je vous dis, c'est qu'on a un système social français qui permet par la cotisation de financer certains risques. Le jour où vous avez un accident de la vie... Est-ce que vous avez vu ce chiffre, Adrien Quatennens? 1000 milliards de cotisations et d'impôts en 2017. C'est le chiffre le plus élevé que la France n'a jamais atteint en termes de prélèvement obligatoire. Est-ce que vous vous dites, mais c'est vrai que c'est un peu fou, vous comprenez le ras-le-bol fiscal des Français? Mais quand je vois certains salaires, je me dis aussi, ces sommes sont absolument folles. La raison qui se pose d'ailleurs, est-ce qu'ils sont justifiés? Eh bien là, ces taxes, ces cotisations, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce que les Françaises, les Français sont contents d'avoir ce type de services qui font que notre pays, par ailleurs, est regardé partout dans le monde? Pour vous, il n'y a pas de l'exemple du système de santé. Mais peut-être, mais c'est facile de l'entretenir, si vous voulez. Si vous vous contentez de dire aux gens, comme ça a été fait récemment sur les retraites, est-ce que pour maintenir votre pouvoir d'achat, vous êtes prêt à liquider le système de retraite actuel? Moi aussi, si je dis aux gens, est-ce que pour éviter d'être asphyxié, vous voteriez pour la France insoumise, ils vont peut-être y réfléchir à deux fois. Voyez-vous, il faut se poser la question dans les deux bouts. Mais il y a un moment, il faut être aussi un peu responsable. On voit bien, vous avez dit tout à l'heure une phrase assez amusante, vous avez dit un plan
sans le sou est un plan qui ne vaut pas un sou. Mais les caisses sont vides, 2000 milliards de dettes. Mais comment ça, les caisses sont vides, madame? Les caisses sont vides, vous avez 1000 milliards d'impositions. Mais alors comment fait Emmanuel Macron pour redistribuer tout ce pognon de dingue aux plus riches de notre pays si les caisses sont vides? Voyez-vous, moi ça me fait penser à ce dessin de Charb où on voit des gens qui en ont plein les poches, d'accord, qui se sont gavés de partout devant des boîtes vides en disant ah les caisses sont vides. Non, attendez, regardez de plus près ce qui se passe. Nous avons besoin de relancer l'activité de ce pays. Et d'ailleurs nous subissons. C'est ce qu'il essaie de faire. Non, mais non, je pense pas qu'on puisse le faire. En faisant venir des investisseurs étrangers pour qu'ils investissent en France, pour qu'il y ait du business. Si vous pensez que c'est un peu sa logique. Si vous pensez que le capitalisme d'aujourd'hui est un capitalisme soucieux de la pérennité de l'activité et de la réussite de notre économie, madame, vous vous trompez malheureusement. Aujourd'hui, vous le voyez, les chiffres sont assez clair, à peu près 67% des bénéfices vont dans l'économie spéculative. Seulement 25, ça devrait vous alerter, madame. Écoutez-moi un instant. 25 petits pourcents dans l'investissement productif et seulement 5% dans l'augmentation des salaires. La financiarisation de notre économie, c'est ça que vous la financiarisation de notre économie est le cancer de l'activité. Et celles et ceux qui sont attachés à la relance de l'activité dans notre pays, au fait que l'on produise, que l'on fasse appel aux compétences techniques, ferait mieux de regarder ce que nous proposons plutôt que les règles d'Emmanuel Macron. Justement, demain, c'est la présentation du projet de loi de finances 2019, un budget qui se veut là aussi le budget du pouvoir d'achat. Je crois que demain, vous allez vous présenter, la France Insoumise, votre contre-budget 2019. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dedans, les grandes lignes peut-être, pour contrecarrer ce budget du pouvoir d'achat du gouvernement? Et j'ajoute une question à la question. On a bien compris ce à quoi pour vous servent les impôts. On a bien compris, et c'est dans votre programme depuis longtemps, les impôts qui doivent être augmenter. Non. Mais est-ce qu'il y a des impôts qui doivent et peuvent baisser aujourd'hui en France? Si vous avez intériorisé sur le plan fiscal le fait que la France insoumise égale augmentation des impôts, vous vous trompez. C'est pas ce que j'ai dit. La démonstration rapidement. C'est pas ce que j'ai dit. D'abord, par exemple, nous sommes soucieux de la relance de l'activité. Vous avez beaucoup parlé de ceux que vous souhaitez augmenter, moins de ceux que vous souhaitez diminuer. Eh bien, je m'en vais vous le dire. Par exemple, la France insoumise, soucieuse de l'activité réelle économique, propose de baisser l'impôt sur les sociétés des PME, par exemple. C'est dans notre programme de 2017 déjà. Tout à fait. Autre chose, sur l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, nous avons 5 tranches d'impôts, ce qui fait que l'effort est à peu près très concentré et resserré sur ce qu'on appellerait à la SERP la classe moyenne. Nous proposons une véritable progressivité. Tout le monde paierait dès le début. Tout le monde, mais y compris les 50% de Français qui ne paient pas l'impôt mais à la hauteur véritablement de ses capacités. Ce qui veut dire que la progressivité en serait améliorée avec 14 tranches. Nous avions mis sur pied un simulateur fiscal, vous voyez, nous sommes conséquents, et vous arriviez à ce résultat que tous les Françaises et les Français qui gagnaient moins de 4000 € par mois, ça fait beaucoup de monde, rassurez-vous, paieraient moins d'impôts avec notre système. Donc finalement, la France insoumise, pour beaucoup, pour une majorité dans ce pays, ce serait moins d'impôts. Adrien Quatennens, juste demain, des propositions un peu choc dans votre budget 2019. Je viens de vous parler des 14 tranches d'impôts, on parlera de l'imposition universelle, et surtout, une chose, entendez bien cela, notre programme, compte tenu de l'investissement qu'il propose, notamment dans la planification écologique, va relancer l'activité par l'emploi. C'est-à-dire que quand certains nous disent l'emploi va se raréfier, moi je vous le dis, un programme comme l'Avenir en commun de la France insoumise est un programme intensif en emploi. Je prends qu'un exemple, réorienter notre système agricole d'une agriculture aujourd'hui intensive en chimie vers une agriculture paysanne, c'est beaucoup d'emplois, d'activités, de compétences. Merci Edwige, merci. C'est le mot de la fin tout de suite dans BFM Politique. Il nous reste malheureusement peu de temps, Adrien Quatennens, pour parler de ce sujet si important qu'est le climat. Vous étiez hier dans la rue, comme des dizaines de milliers de Français, pour la marche pour le climat. Alors, en quelques mots, est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose aujourd'hui et qu'on est en train d'assister à la naissance d'une vraie mobilisation populaire pour mettre la pression sur le monde politique et obtenir davantage? Incontestablement, on le voit dans des dizaines de villes, partout dans le monde, une mobilisation citoyenne très spontanée qui montre que cette question-là, effectivement, inquiète. Et hier, nous avions manifesté, par ailleurs, mi-octobre, sous 25 degrés. Donc maintenant, tout le monde comprend que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de très concret et de très avancé. Mais moi, j'alerte sur le fait qu'il y a une urgence, en plus de la qualité de ce qu'il y a à faire, qu'il y a une urgence temporelle. Le rapport du GIEC nous le dit. Nous n'avons plus trop de temps devant nous pour procéder non pas à quelques petits changements, entendez bien cela, mais un changement en profondeur de modèle économique. C'est ça dont il s'agit. Voyez-vous, vous parlez tout à l'heure de 1000 milliards. Le GIEC a chiffré à 2400 milliards de dollars ce qu'il fallait investir rapidement pour transformer le modèle. La question qui se pose à nous est très claire.
même si je sais que c'est plus confortable de garder une trajectoire bien droite, même quand on sait qu'au bout il y a le mur, c'est peut-être plus inconfortable de changer, mais il va le falloir. Et nos propositions sont là pour ça. Alors justement, il y avait beaucoup de propositions déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Sortir du nucléaire, d'énergie fossile totalement, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, 100 milliards d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'écologie. Comment est-ce que ce leader politique qui parle aussi souvent d'écologie, qui a ses propositions choc, qui parle beaucoup de la mer en particulier, comment vous expliquez le fait qu'il ne soit jamais parvenu à se rapprocher véritablement de l'écologie politique en France, du mouvement des Verts, et qu'il soit dans des rapports très difficiles avec cette partie de l'échiquier politique? Encore une fois, là, vous ramenez le débat, et je le conçois, hein, quelque chose d'assez politicien. Nous voudrions. Mais c'est important. Oui, mais nous pensons que tout le monde doit être écologiste aujourd'hui, et que l'écologie, ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné. Voyez-vous, hier, il y avait une pancarte à Lille, moi, qui m'a bien plu, parmi toutes celles que j'ai vues, quelqu'un qui écrivait, mais même vos paradis fiscaux seront sous l'eau. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par cette affaire. Elle fait l'intérêt général. Ce que vous appelez politicien n'est pas forcément. Les Français sont en droit de se demander pourquoi tous ceux qui défendent la cause écologique aujourd'hui sont pas en mesure de travailler ensemble plutôt que se chamailler. C'est ça la question. Il y a entre nous quelques divergences. Nous voulons être des écologistes conséquents. Quand nous parlons de planification écologique, il s'agit de prévoir à long terme une trajectoire qu'organise toute la société et de la mettre en mouvement. Et par exemple, Nicolas Hulot, lorsqu'il sort du gouvernement, dit les traités budgétaires européens nous empêchent d'avoir les moyens de faire ce que nous souhaitons en matière d'écologie. Par conséquent, celles et ceux qui disent, et c'est le cas des formations politiques que vous avez citées, qu'on peut mener une politique sociale et écologiste ambitieuse dans le cadre de ces traités qui sont une camisole de force, eh bien nous disons non, ce sont des affabulateurs. Il y a besoin d'un rapport de force et d'assumer le fait que cette trajectoire changeante va bousculer un peu la société. Mais c'est positif, parce que c'est un défi tragique, mais ce peut être également un défi enthousiasmant. Je préférerais, je le dis toujours comme ça, que l'on se lève toutes et tous le matin en se disant comment on organise le fait que ce ne soit pas la fin du monde et que l'humanité puisse continuer à vivre, que de poursuivre un modèle qui est obsolète du capitalisme financiarisé, du libéralisme, qui va nous mener à la catastrophe. Voilà. Donc il y a un défi qui est enthousiasmant en même temps qu'il est tragique, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la France peut être la locomotive d'entraînement de ce changement. Elle en a toutes les capacités. Nous avons les capacités techniques, nous avons les savoir-faire. Il ne manque plus qu'une chose, la volonté politique. Emmanuel Macron, visiblement, ne l'a pas. Et donc, il y a dans quelques mois aussi des élections européennes. Il y a un message à lui adresser qui est net. Parce que s'il n'entend pas les mobilisations, sans doute le bruit des bulletins dans l'urne, il les entendra. C'est le vœu que je forme en tout cas. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été aujourd'hui l'invité de BFM Politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous bien sûr dans un instant. Affaire suivante, Philippe Gaudin, Dominique Rizet. Très belle journée à tous sur BFM TV.